Les amis, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur le vestiaire pour une nouvelle vidéo. Vous le voyez aujourd'hui, je suis seul, Christophe est en vacances, donc je prends le relais, il a besoin de se reposer, chacun son tour comme on dit. Donc je lui souhaite de bonnes vacances et donnez-lui de la force dans les commentaires. Et nous aujourd'hui on va parler du Tour d'Europe. Voilà, on va parler de tous les clubs que vous voyez sur la miniature. On ira faire un tour du côté de l'Italie, de l'Allemagne, parce que la première journée de championnat s'est achevée hier. Alors pas du côté de l'Allemagne, mais il y avait quand même la Super Coupe à jouer. On en parlera en fin de vidéo. Et aujourd'hui on va parler de tous ces clubs-là, à commencer évidemment par le Real Madrid. Alors ce débrief, je l'ai fait sur ma chaîne Chronique Foot hier soir, mais on va en parler parce qu'il y a des choses à dire. Un but partout. Donc mauvaise opération pour le Real Madrid. Au-delà du mauvais score, la prestation qui s'en est dégagée a été plutôt mauvaise par un manque de complémentarité, très peu d'occasions créées. On sait que c'est une pelouse qui n'est pas facile. Mallorca en Espagne, c'est sous-estimé notamment à domicile. Le Real s'était imposé seulement 1-0 l'an passé et s'était incliné il y a 2 ans là-bas. Donc le Real a du mal du côté de Mallorca, mais au-delà du mauvais score, il y a des choses qui nous ont marqué en tant que fans de Madrid. C'est évidemment le manque de complémentarité, le manque d'équilibre dans cette attaque, dans ce dispositif de Madrid, et notamment les 3 attaquants que vous voyez sur l'image là. Et des screens comme ça, je peux vous en sortir plusieurs. En fait, il y a un problème, c'est que, et ça on le savait dès qu'Mbappé a signé, c'est qu'on a 3 attaquants du même gabarit, même profil, ils aiment la profondeur, ils sont rapides, ils sont nuls de la tête. Et puis il n'y en avait aucun dans l'axe, aucun à droite. Donc le jeu penchait à gauche, mais c'était facile à défendre pour Mallorca. Vous le voyez sur l'image, ils étaient quasiment 5. Donc supériorité numérique pour eux. Et ils ont réussi à bloquer absolument tout le monde, sachant que de l'autre côté, il n'y avait personne. Pas de Valverde, pas de Carvajal, pas de Rodrigo. Donc très facile pour Mallorca de défendre en bloc bas, avec beaucoup d'agressivité. Ils ont joué les centres et c'est une victoire, pas une victoire, un match nul, c'est un lapsus révélateur, largement mérité pour les Mallorcains. D'ailleurs il y avait Rafael Nadal qui était présent hier, puisque c'est vraiment le lien entre ces deux clubs. Et la question qui se pose maintenant, déjà après la première journée en Liga, c'est est-ce que ces 4 joueurs peuvent jouer ensemble? Bon, on le verra. J'ai du mal à imaginer que Mbappé soit mis sur le banc. C'est quand même la méga star qui vient d'arriver. Politiquement, tu ne peux pas te le permettre. Le message envoyé serait désastreux. Tu ne peux pas faire ça pour Vinicius et Bellingham. Ces mecs-là peuvent gagner le ballon d'or d'ici quelques semaines. Donc la cible facile, c'est Rodrigo. Sauf que Rodrigo, depuis les 2 premiers matchs, depuis le début de la saison, c'est le meilleur des 3 attaquants. Donc en termes de méritocratie, s'il y a bien un attaquant qui ne doit pas aller sur le banc, c'est Rodrigo. Donc on verra comment Ancelotti réglera ce problème, mais il y a quand même beaucoup d'interrogations du côté de Madrid. Du côté du Barça, c'est le week-end parfait. Victoire du côté de Mestalla et de Valence 2-1. Pareil, Valence c'est une pelouse qui est difficile à jouer, même si on n'est plus sur le grand Valence des années 2000. Je suis bien placé pour en parler. Comme je dis à chaque fois, j'ai ma famille en Espagne qui habite là-bas. Moi j'ai connu les Mendieta, les Kili González, David Villa, enfin toute cette génération là sur 2000-2010 qui a été monstrueuse. Mais voilà, Valence n'est plus ce que c'était, mais ça reste quand même une pelouse difficile à jouer, d'autant plus que Valence, mine de rien, ils ont ouvert le score. Et le Barça a su réagir, donc cette première de Flick est une réussite, ne serait-ce que par le score. Pour ce qui est de la forme, on verra dans les semaines à venir. Et puis il y a un homme évidemment qui a brillé, qui est pourtant très critiqué du côté de la Catalogne, c'est Robert Lewandowski. Alors oui, ce n'est pas un playmaker. Ok, c'est pas un Karim Benzema, c'est-à-dire un attaquant créateur. Mais mince, à chaque fois, ce mec-là, c'est la garantie d'avoir 20 buts inscrits par saison. Il n'est peut-être pas beau à voir jouer, mais il est toujours efficace, toujours bien placé, un vrai renard des surfaces. Alors, il a perdu en rapidité, c'est normal, vu son âge avancé. Je crois qu'il tend vers ses 36 ans. Néanmoins, voilà, Barcelone ne peut pas faire, le club qui peut réclamer des attaquants de meilleure envergure, vu les dettes du club. Quand tu as un Robert Lewandowski qui arrive, tu dois t'en contenter, et même plus que ça. Donc, bravo aux Barcelonais pour leur victoire. Ils ont 2 points d'avance sur le Real Madrid. L'Atlético n'a pas encore joué, je crois, mais on va avoir une vraie Liga serrée parce qu'à mes yeux, ce Real aura de grandes difficultés cette saison parce qu'ils ont perdu Toni Kroos, donc ils ont un milieu créatif en moins, et parce qu'Mbappé
ben pour l'instant, va peut-être poser plus de problèmes que de solutions du côté de Madrid. Affaire à suivre, les amis. Du côté de la Première Ligue, alors ça c'est le match que j'ai regardé hier. J'ai quasiment maté tous les matchs dont je vais vous parler aujourd'hui. Et je vous le dirai pour les matchs que je n'ai pas regardés. Chelsea-Manchester City, donc c'était le choc de cette première journée de Première Ligue. Victoire des Citizens 2-0 à Stamford Bridge. Victoire méritée, victoire à l'expérience. City n'a pas toujours été supérieur dans cette rencontre, notamment en deuxième mi-temps, mais ils ont des joueurs extraordinaires. Ils ont l'expérience de la victoire. 4 premières ligues consécutives, c'est un record. Ils vont tenter d'en ajouter une 5e. 91e but d'Haaland sous les couleurs de Manchester City en seulement 100 matchs. C'est indécent. Et puis Kovacic a marqué le 2e but. C'est peut-être le meilleur Citizen hier. Je l'ai trouvé vraiment très bon. Et je rappelle que s'il gagne la Champions avec City, il égalera le record de Seedorf en remportant une Champions League avec 3 clubs différents. Donc lui, ça serait c'est qui Chelsea, Real et donc Manchester City. Mais en tout cas, une très très belle prestation de City. Todd Billy, je sais pas, ou Bolly, je sais pas comment on dit, a quitté les tribunes avant la fin de la rencontre. Très déçu, le président de Chelsea. C'était les débuts de Maresca en tant qu'entraîneur, mais bon voilà, c'était un cadeau empoisonné que de rencontrer City dès le premier match et son ancien entraîneur principal, Pep Guardiola. Bon, on verra si City pourra enchaîner une 5e couronne consécutive. Mais ils seront pas loin du titre encore une fois parce que ils ont tellement de bons joueurs. Ils ont Guardiola qui se réinvente. Il a dit, Guardiola d'ailleurs en fin de rencontre, que c'était Doku et Savio qui avaient pris l'initiative de changer de poste sans que Guardiola leur demande. Et c'est grâce à l'initiative de ces joueurs-là que City a réussi à faire la différence. Et il a dit, encore aujourd'hui, j'apprends de mes joueurs. Et autant il y a une époque où je n'aimais pas Guardiola, depuis quelques années, je trouve que sa communication, elle est moins égocentrique, même s'il joue encore pour les caméras, mais voilà, j'apprécie un peu mieux Guardiola par rapport à quelques années. C'est tout le contraire d'un certain Luis Enrique. Donc voilà, City qui s'est imposé 2-0 dans les autres rencontres. Donc dans le match que j'ai regardé, il y a Arsenal qui a fait le job 2-0. Eux, ils sont annoncés comme candidats au titre parce que ça fait 2 saisons finalement qu'ils frôlent le titre derrière Manchester City. Ça s'est pas joué à grand chose hier. J'avais regardé le match de Manchester United contre Fulham, du moins la dernière demi-heure. C'était pas grandiose, mais Zirkzee, la nouvelle recrue, a marqué pour sa première rencontre. Il y a eu les débuts de De Ligt en défense. Voilà, c'est un Manchester qui ressemble un peu plus à leur entraîneur Ten Hag, une touche vraiment hollandaise, un peu plus jeune. On verra, j'ai du mal à imaginer ce Manchester aller chercher un titre. Un top 4 peut-être, mais un top 2, top 3, j'ai l'impression qu'ils en sont encore loin, donc on verra. Mais victoire de Manchester United, et puis il y a eu bien sûr cette victoire de Liverpool 2-0 pour les débuts de leur entraîneur, comment il s'appelle déjà, c'est Slot je crois, je sais plus comment on prononce son nom. Victoire 2-0 à Ipswich, et quand on voit ses prédécesseurs, c'était compliqué, que ça soit Klopp, Benitez ou les autres. Il y avait eu des matchs nuls ou des défaites pour leur première rencontre. Lui il récupère évidemment un Liverpool qui est quasiment au sommet. C'était le Liverpool de Klopp. Mohamed Salah, buteur et passeur décisif avec sa nouvelle coupe, puisqu'il s'est fait une greffe de cheveux. Petit détail au passage, je dis ça parce que je m'intéresse un petit peu aux greffes de cheveux. Et donc voilà, Liverpool qui sera pareil, un candidat au titre. Maintenant, est-ce que je les vois devant Arsenal et City? Je les vois peut-être un cran en dessous. Mais on n'est pas à l'abri d'une surprise avec une nouvelle dynamique engrangée par un nouveau coach. Mais ça sera une équipe à suivre évidemment cette saison. On file en Ligue 1. Alors ça c'est un match que je n'ai pas regardé parce qu'il était en même temps que Real Mallorca hier. Mais Rennes s'est imposé 3-0 contre Lyon. Rennes qui continue d'être assez impressionnant à domicile. En tout cas sur les dernières années c'était quand même une équipe qui avait beaucoup d'assurance chez elle. Par contre Lyon, je suis vraiment déçu. Parce qu'avec un tel mercato, avec une telle deuxième partie de saison l'an passé, je m'attendais à ce qu'il continue sur cette lancée-là. Et on a l'impression que Lyon, ça continue d'être une équipe à réaction, une équipe qui a du mal à dominer ses rencontres. Donc à voir, c'est que le premier match cette saison, on va pas s'alarmer aussi, mais c'est quand même une défaite 3-0. Ça peut rappeler des mauvais souvenirs aux supporters lyonnais vis-à-vis de la saison dernière où on se rappelle, il y avait eu cette série noire et l'Olympique lyonnais qui avait été dernier de Ligue 1 pendant plusieurs journées avant qu'il y ait eu cette remontada assez historique. Néanmoins, voilà, c'est une vraie défaite pour Lyon. À voir comment ils vont pouvoir rebondir à domicile dès la prochaine journée. Ce match-là, j'ai vu le résumé, mais vous avez le débrief sur la chaîne de Christophe. C'est évidemment les débuts tonitruants de De Zerbi et de Greenwood. Greenwood doublé, un sur penalty, un but du pied droit.
D'ailleurs, il a une particularité ce joueur, je ne sais pas si vous êtes au courant, il est gaucher, mais il tire tous ses pénaltys du pied droit et il a expliqué pourquoi. Quand il était jeune, il avait loupé un pénalty du pied gauche. Du coup, il avait dit que le prochain qu'il tirait, ça serait du pied droit. Et depuis, il n'en a loupé aucun, d'après ses dires, en les tirant du pied droit. Donc, par superstition, par entraînement évidemment, Mason Greenwood tire les pénaltys du pied droit. Donc, une belle première officielle pour De Zerbi, 5-1. On sait que c'est un entraîneur qui a battu les records de buts avec ses équipes, que ce soit à Sassuolo ou avec Brighton. On sait que le record de buts à l'OM, il est très élevé, Christophe pourra vous le dire. Et on verra s'il arrivera à le battre. En tout cas, 5 buts. Pour une première en tant qu'entraîneur, je pense que c'est une première. Pareil pour Greenwood qui est directement impliqué sur 5 buts. Pareil, est-ce qu'un joueur qui arrive en Ligue 1 est directement impliqué sur 5 buts? Peut-être Zlatan et encore, je pense pas. Et surtout, il a marqué son premier but en tant que recrue de l'OM au bout de 3 minutes et ça, c'est un record. Il y a eu ensuite un but de Wai et un doublé d'Henrique. Donc voilà, Marseille n'a pas été si souverain que le score veut bien le dire. Ils ont joué beaucoup en transition. Marseille n'a pas eu la possession que voulait De Zerbi. Mais voilà, je pense que les supporters marseillais, s'ils m'écoutent aujourd'hui, ne vont pas faire la fine bouche et vont quand même se réjouir d'une très belle victoire à Brest, qui plus est chez une équipe qui va jouer la Ligue des Champions cette saison. Maintenant, on verra comment ils vont rebondir, pas rebondir, mais confirmer à domicile. On sait que Marseille, des fois, c'est soit une saison où à domicile ils sont quasiment invincibles, soit où ils ont beaucoup de mal à voir. Mais c'est vrai qu'il y a une vraie hype du côté de Marseille parce que De Zerbi, c'est un entraîneur qui parle, un entraîneur qui propose du beau jeu, du spectacle, qui marque beaucoup de buts. Et puis voilà, il y a quand même ce mercato qui est super alléchant du côté de Marseille, à faire à suivre. Côté Paris Saint-Germain, donc victoire du côté du Havre 4-1. J'ai presque envie de dire victoire anecdotique parce que pendant une grande partie de la rencontre, ils ont été, comment dire, pas dominés, mais ils ont été tenus en échec par le Havre. Un but partout avant que dans le dernier quart d'heure, ils fassent la différence avec 3 buts. Ce qu'on va retenir malheureusement pour les Parisiens, c'est cette blessure grave de Gonzalo Ramos. Je crois qu'au moment où je tourne cette vidéo, on parle de 3 voire 4 mois de blessure. Bon, là on est le 19 août, il reste, allez, 10-11 jours au PSG pour aller chercher un attaquant. Sans remplaçant, honnêtement, je serais inquiet pour le Paris Saint-Germain. Je ne vois pas un Kolo Muani remplacer les 40 buts d'Mbappé et les buts de Gonzalo Ramos. Il y a un vrai manque du côté du Paris Saint-Germain. Sur les réseaux hier, on a vu la rumeur Lookman de l'Atalanta. Je pense pas que ça soit une superbe idée parce que du côté gauche de l'attaque, le PSG est déjà fourni. Il faut vraiment recruter un défenseur central, à mes yeux évidemment, je ne suis pas spécialiste PSG, et un véritable buteur pour pallier l'absence de Gonzalo Ramos. C'est quasiment une demi-saison finalement qu'il est absent. Et bien sûr, le départ de Kylian Mbappé. Amis parisiens, dites-moi quel est votre attaquant que vous souhaiteriez pour cette saison côté Paris Saint-Germain. Bien sûr, une recrue, on va dire, crédible vis-à-vis du mercato du Paris Saint-Germain. En Italie, c'était les débuts d'Antonio Conte. Donc ça m'intéressait parce qu'Antonio Conte, c'est un entraîneur que j'ai beaucoup aimé au début des années 2000, des années 2010, pardon, lorsqu'il a pris la Juventus, qu'il a, on va dire, ramassé une pelletée de trophées. Même avec l'Italie, je trouve qu'il avait été intéressant. Puis c'est un entraîneur qui a décliné. Alors je ne sais pas si ce sont ses idées ou lui qui a décliné, je pense que c'est plutôt ses idées. On n'est plus dans le football de Mourinho, de Conte, ce genre d'entraîneur. Et première très compliquée pour Antonio Conte, défaite 3-0. Je pense que c'est sa plus grosse défaite pour une première dans un club. À Chelsea, il avait gagné, à l'Inter aussi. Donc une véritable déception. Il arrive dans un club instable avec De Laurentiis qui est un président qui ne laisse pas une grande marge de manœuvre à ses entraîneurs, loin de là. Il y a le dossier Osimhen qui parasite un petit peu le mercato des Napolitains. On parle d'un échange avec Lukaku, c'est toujours pas fait. Beaucoup d'interrogations, mais c'est vrai que c'était quand même une info à retenir côté Italie, c'est que c'est une déception de voir quand même Naples s'incliner à l'Hellas Vérone. Alors oui, l'Hellas Vérone, c'est une équipe qui monte ces dernières années en Italie. Néanmoins, Conte, je m'attendais à des débuts un peu plus importants. Et il n'y a aucune énorme équipe, aucune grosse écurie en Italie qui s'est imposée. L'Inter a fait 2-2. Le Milan a fait 2-2. La Roma ne s'est pas imposée. Donc finalement, un début de Serie A compliqué à voir. On va attendre évidemment les débuts de Thiago Motta et de la Juventus. Mais Thuram, quant à lui, continue sur sa bonne lancée de l'an passé. Parce que doublé avec l'Inter. Donc déjà meilleur buteur pour l'instant de la Serie A. Évidemment, stat à
comment dire, oui, dont il faudra se méfier. Mais je veux dire, l'an passé, c'est un joueur qui a quand même mis sa pelletée de but avec l'Inter. Je crois que ça n'était pas loin, entre 15 et 20 il me semble. Donc voilà, c'est un joueur qui confirme avec l'Inter. Excusez-moi, je commence à fatiguer, je commence à avoir soif. Mais ouais, Thuram avec l'Inter, ça marche bien. Cette attaque à deux avec Lautaro, ça fonctionne bien. On verra qui sera champion cette année. Évidemment, l'Inter paraît être favori. Et pourquoi pas la Juve de Thiago Motta. Et on finit évidemment par l'Allemagne. Donc il n'y avait pas de journée de Bundesliga, mais il y avait la Super Coupe d'Allemagne. Nouveau trophée pour Leverkusen. Avec cette victoire au tir au but dans un nouveau scénario, j'ai envie de dire Xabi Alonso-esque, puisqu'ils étaient encore menés au score, ils sont revenus, et déjà un troisième trophée différent après la Coupe d'Allemagne, la Bundesliga et donc la Super Coupe d'Allemagne. Et il faut savoir qu'avant Xabi Alonso, il n'y avait que 2 trophées dans l'armoire à trophées de Leverkusen, et depuis qu'il est arrivé, donc ça fait 2 ans et demi bientôt, il y a 3 trophées. 3 trophées, ce qui sera intéressant c'est de voir... est-ce qu'ils vont garder cette invincibilité en Bundesliga longtemps? Ils sont toujours invaincus depuis la saison dernière. Est-ce que le Bayern de compagnie aura les armes et la dynamique pour aller reconquérir le championnat? Je rappelle qu'ils étaient sur 11 titres consécutifs, ce n'est pas rien. Donc voilà, il y a plein de questions dans chacun des championnats. Moi, il y a le Bayern qui m'intrigue, il y a la Juve qui m'intrigue, il y a évidemment cette course folle en Première Ligue, il y a Derzeby et Marseille en France, et puis il y a évidemment le mano à mano entre le Barça, l'Atlético et le Real du côté de l'Espagne. Donc je pense que ce Tour d'Europe, on le verra tous les lundis les amis, seul ou avec Christophe selon nos dispos. Donc donnez-moi votre avis, qu'est-ce que vous retenez de ce week-end foot les amis? Je vous dis à très vite. Peut-être demain, peut-être après-demain, selon les infos qui vont pop. Je vous fais la bise et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur le vestiaire. Ciao les amis!